Les décideurs de la gestion, bonjour, vendredi, fin de matinée. Vous en avez l'habitude, nous faisons le point sur l'actualité économique et financière et puis nous essayons de dessiner une stratégie pour vos placements, votre portefeuille. J'ai à mes côtés Nicolas Duban, directeur général de Conviction Asset Management. Bonjour Nicolas. Alors, juste un petit mot sur votre parcours. Vous êtes un nouveau et ce qui est un peu l'ambition de Conviction. Alors je suis un nouveau, mais avec un peu de route. Bon, rapidement. Nouveau dans l'émission, j'ai bien Nouveau dit. dans l'émission, vous avez raison. Non, 25 ans de gestion obligataire, donc ça c'est ma grande spécialité, donc avec une forte connotation macroéconomique et politique monétaire, ce qui rejoint d'ailleurs une des forces de Conviction Asset Management. Et puis ensuite, pendant 7 ans, je me suis occupé des grands investisseurs institutionnels français. Et enfin, les 3 dernières années, j'ai été en charge de l'incubation au sein du groupe La Française, donc président de NextAM, et à ce titre d'ailleurs, l'actionnaire minoritaire de Conviction Asset Management. Bien. Et l'ambition de Conviction aujourd'hui? L'ambition de Conviction, c'est redémarrer comme ça a été le cas au tout début de Conviction Asset Management, avec une ambition forte. Notre ambition, c'est de faire une société de gestion qui va réellement très fortement compter au cours des années prochaines, comme on a pu le réussir peut-être avec la Française des Placements en 2000. Vous allez nous donner des arguments. Nous passons au premier chapitre de cette émission, impression macro. Alors, pas mal d'actualités macroéconomiques, géopolitiques, politiques tout simplement cette semaine. On peut peut-être commencer avec cette conférence de la Réserve fédérale et ce mot, une période considérable de politique accommodante que la présidente nous a donné. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Je crois que la présidente de la Fed et la Fed tout entière a été assez inquiet par les différentes mesures qu'ils ont pu prendre et quelques ratés sur la politique du quantitative easing. Ils sont assez prudents. Ils ont construit... Alors, le quantitative easing, en revanche, les rachats de... Il arrive à sa fin. Il arrive à sa fin et ça, c'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Ça, il n'y a pas de changement. D'ailleurs, je pense que la stabilité est importante en la matière. Mais ils ont le moyen de communiquer au travers notamment de ce qu'on appelle les DOTS, c'est-à-dire leurs prévisions de taux court. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit période considérable, mais on s'adaptera en permanence à la situation, donc ça laisse quand même très largement la souplesse. Et puis ils ont remonté un peu leurs prévisions de taux court dans le cadre de leur analyse, ce qui veut dire que d'un côté, ils disent voilà, on est des gens pragmatiques, de l'autre, on saura réagir si nécessaire. Alors, on imagine quand même que les taux courts vont un peu remonter en 2015, en tout cas, peut-être à la fin du premier semestre, peut-être au début du second. Alors, moi, ma conviction, c'est que je pense que les taux courts remonteront plus lentement qu'on ne l'imagine. C'est un peu le message quand même, c'est presque ça qui est un peu surpris et qui a en fait donné une bouffée d'air au marché. Absolument, parce que globalement, je dirais ce qu'on appelle les DOTS, donc les prévisions de taux court, c'est un outil de communication, ce n'est pas une prévision en tant que telle. Oui. D'accord. Okay. Donc là, on communique, mais globalement, moi je pense que les taux courts vont rester relativement bas très longtemps. On est dans un contexte où les taux courts ne peuvent pas être remontés violemment compte tenu de la situation. Alors qu'on a une impression qu'il y a une reprise économique qui s'emballe plutôt, quoi, qui va plutôt plus vite, mais néanmoins, les indicateurs d'inflation, les indicateurs de chômage inciteront la Fed à rester comme ça. Alors l'inflation ne fait pas très peur, parce que c'est vrai que quand on regarde vraiment le détail, d'abord elle a été un peu atténuée récemment, contrairement à ce qu'on imaginait ou certains imaginaient. On est à un niveau d'inflation qui est tout à fait raisonnable. Ce n'est pas une inquiétude. Quand bien même on dépasserait le niveau de 2%, ça n'inquiète pas la Fed. Il faudrait vraiment qu'on ait un emballement. Je rappelle que l'inflation, c'est les anticipations d'inflation, c'est pas simplement la hausse des prix. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'anticipation. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Par contre, sur le plan de la croissance, elle a bien rebondi, mais compte tenu du contexte international... Oui, l'Amérique tire le monde. D'ailleurs, ça nous amène sur le deuxième chapitre. La Chine continue à s'infléchir. Alors évidemment, quand on donne des 6,9% de croissance, on dit que c'est épouvantable. C'est pas épouvantable. Le FMI avait fixé 7,4 cette année, 7,1 l'année prochaine. Est-ce que c'est inquiétant quand même, non, cette inflexion chinoise? Voilà. C'est décevant, mais c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant. La Chine s'est parfaitement manœuvrée. Elle a une maîtrise totale. Elle a la capacité de lancer des grands travaux. Elle a la capacité vraiment de relancer. Elle est dans une mutation.
entre un modèle de croissance très rapide tiré par la consommation extérieure et elle doit basculer sur une consommation intérieure. Donc nécessairement, il y a des ajustements à faire qui sont compliqués à faire, mais ils ont la maîtrise et moi je suis assez confiant. Plutôt confiant sur la Chine. Alors on revient chez nous, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Alors nous on a déjà une activité politique, une actualité politique très, très forte avec le vote de confiance, avec la conférence du président, et puis le lendemain on voit que les agences de notation vont baisser la notation de la France. Alors, ils ne l'ont pas encore fait. Oui, ils risquent de le faire. Ils risquent de le faire ce soir, après la clôture des marchés. Très sincèrement, je pense que d'abord, ça ne ferait... Moody's ne ferait que rejoindre Standard & Poor's, oui, d'une part. D'autre part, on est quand même dans le seuil très haut des notations. Je ne crois pas que ça ait un gros impact sur les taux d'intérêt. Que c'est un impact politique, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais sur le plan macroéconomique, non. Ça n'aura pas un impact très important. Et donc, la France, même la zone euro, est-ce que cette panne de croissance, c'est quelque chose d'inquiétant qui peut durer? On voit que la BCE est à la manœuvre, mais c'est... voilà. Et même cette semaine, le rachat d'obligations n'a pas atteint le niveau qu'on espérait. Mais la BCE a donné un objectif quantitatif très, très important. Elle a dit « je vais augmenter de 50% la taille de mon bilan ». Oui, ce qui est... Pour rappel, ce qui était la taille de son bilan il y a quelques temps. C'est ça, oui, elle revient 2 ans en arrière. Quoi. Voilà. Quand on voit ce qui s'est passé effectivement hier, fondamentalement, ça montre que c'est probablement pas, au travers de du quantitative easing, du mode d'intervention, ça ne sera pas nécessairement ce qu'il faut faire. Si on veut que le crédit redémarre, il faut que les gens aient des projets, il faut qu'ils aient confiance et qu'ils aient une rentabilité de l'investissement. C'est pas... Alors donc, on va probablement se poser la question très vite, c'est en tout cas notre conviction, du vrai quantitative easing. Oui, du rachat de titres d'État. Voilà. Et notamment, moi, ma conviction profonde, ça va peut-être surprendre certains, mais c'est que cette question va notamment se poser si la distribution de crédit redémarre. Parce que là, il y a un phénomène qu'on a complètement oublié sur les marchés obligataires, c'est ce qu'on appelle l'éviction. Le phénomène d'éviction. Il y a un moment donné où s'il y a trop de demandes de crédit face à une offre qui est quand même malgré tout limitée, il y a un moment donné, il va bien falloir refinancer, mettre un peu d'huile dans tout ça. Mais en tout cas, on voit bien que c'est pas la solution idéale. C'est pas le sujet du moment. La déflation, c'est une inquiétude ou c'est pas une inquiétude pour l'Europe? Alors, une inquiétude, oui, ça reste toujours une inquiétude. Oui. Maintenant, quelle probabilité on donne à cette situation? Aujourd'hui, je ne crois pas que nous soyons en situation de déflation. La situation de déflation, c'est c'est pas seulement quand les prix baissent. Hein, c'est fondamentalement lorsque on va jusqu'à la baisse des salaires et une auto-anticipation de baisse des prix. Ça devient extrêmement dangereux. On n'en est pas là. Donc, on n'en est pas là. Donc, croissance molle, mais pas de croissance molle, fragile, difficulté à gérer cette zone qui est constituée d'une multiplicité. Oui. Et c'est ce que Draghi a dit M. Draghi a dit à Mme Yellen. Il lui a dit, chez vous, c'est facile, vous prenez une décision, ça s'applique sur l'ensemble du pays. Bon. Moi, quand je prends une décision, je ne suis pas certain de la façon dont ça va s'appliquer dans chacune des zones. Absolument, ça c'est le... Et effectivement, le mix est compliqué avec la fiscalité, puisque de toute façon, elle est vraiment pas unique. Absolument, absolument. Bien, juste un petit point d'actualité. L'Écosse donc reste dans le Royaume-Uni. La livre sterling a repris 40% sur la semaine contre l'euro. Ça a des conséquences, tout ça? Alors ça a des conséquences à long terme. Nous, en termes de gestion, on a réagi en recherchant le maximum de dissymétrie, puisqu'on s'est mis en option long sur le FTSE et un peu short, enfin vendeur, sur l'IBEX, lié à la Catalogne, etc. Et c'est plutôt très gagnant comme opération. Là c'est gagnant. Très, très gagnant, mais même si le yes était parti, c'est une position qui était très bien construite. Mais globalement, Thomas Fallon, d'ailleurs, l'a écrit, qui est un collaborateur de longue date de Conviction Asset Management. Fondamentalement, on a ouvert quand même une question. Régulièrement, cette question est ouverte. Il va falloir bouger. D'ailleurs, le Premier ministre anglais a dit qu'il allait devoir s'occuper du pays de Galles, etc. Rappelez-vous que quand on a lancé l'euro, si vous vous en souvenez, une des conséquences, ça serait un régionalisme organisé. Oui. Un système Länder qui était anticipé. Je pense que oui, dans les 10-15 ans à venir, il va falloir quand même organiser... Avec des conséquences sur l'Italie du Nord, sur la Bavière, sur la Catalogne, quand c'est sur les endroits riches. L'Angleterre du Nord, l'Angleterre du Sud. Oui, c'est partout. Et c'est partout pareil. C'est partout pareil. Et donc il faut effectivement organiser cela. Quand il y a transfert de compétences, il y a aussi transfert de compétences dans l'autre sens. Pour les marchés financiers, à part, ça se joue ou ça ne se joue pas, ce phénomène de long terme?
À ce phénomène de long terme, je ne pense pas qu'on puisse vraiment le jouer. Je crois que ça peut jouer effectivement sur la notion d'appartenance, en particulier de la Grande-Bretagne, à l'Union européenne. Ça, c'est une vraie question. Oui. Vraie question. Et là, ça a ébranlé. On se rend bien compte que si une décision assez radicale était prise, quelle serait l'attitude de chacune de ces régions? On se rend plus très bien compte. Eh bien, ça sera la conclusion pour ces investigations macro. Nous passons aux réalités micro. Alors ce deuxième chapitre va être assez rapide puisque nous allons essayer de nous consacrer à la stratégie et à la gestion avec Nicolas Duban. La semaine boursière, elle est plutôt bonne. Hein. Elle est plutôt bonne. Les indices européens gagnent 1,5% en moyenne. Les indices américains, plus de 1%. Et finalement, c'est quand on fait le palmarès, il n'y a guère que la Russie et certains marchés chinois qui baissent vraiment. Si on rentre dans les secteurs... deux secteurs qui sortent. Un, la pharmacie, qui confirme que c'est le secteur de l'année. C'est le secteur qui gagne 18% depuis le début de l'année en Europe et pas loin de la même chose aux États-Unis. Et les banques qui bénéficient évidemment des taux courts dont nous avons eu l'occasion de parler. Alors, deux événements cette semaine. D'abord, la cotation de Alibaba, le géant du e-business chinois. On est dans le haut de la fourchette. 170 milliards de capitalisation, 25 milliards de dollars de placés. Tout ça se compare avec 3 milliards de bénéfices. Donc, on voit l'anticipation, on voit aussi le fait qu'il y a beaucoup de liquidités et que ça fait encore rêver, il y aura peut-être bulle, mais pour le moment, les gens n'ont pas trop peur de la bulle. Le deuxième fait que je voulais juste sortir, c'est l'avertissement qui a été donné par le géant du luxe, on va dire africain du Sud et suisse à la fois, Richemont, Cartier, Montblanc, etc., qui a fait part d'un fort ralentissement de ses ventes dans ce qu'il appelle la Grande Chine et d'une stagnation de ses ventes sur l'ensemble de la zone Asie, avec finalement, dans une semaine où les marchés ont bien monté, ça a été, la conclusion, c'est que Kering et LVMH, par exemple, n'ont pas monté. Alors, stratégie et gestion. Nicolas, alors votre modèle de gestion d'abord. Alors, notre modèle de gestion, c'est gestion discrétionnaire, macro top-down, c'est-à-dire on passe vraiment énormément de temps là-dessus, c'est su, et ça nous permet d'avoir une gestion diversifiée, très globale, qui essaye d'aller chercher et d'assembler le maximum de moteurs de performance. Alors, ça veut dire que vous suivez les indices ou... Vous partez des grandes masses. Est-ce qu'il suffit finalement de partir des grandes masses et de donner un scénario sur les indices, ou est-ce que vous rentrez un peu dans les détails? Non, on est obligé de rentrer dans les détails parce que notre conviction, c'est que les indices eux-mêmes sont globalement très agrégés. C'est une masse assez difficile à identifier. Donc il faut descendre. Mais on est quand même top-down et discrétionnaire, flexible. C'est-à-dire qu'on va analyser la macroéconomie, oui, ce que nous avons fait depuis le début de l'émission. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Vous observez ça, mais vous rentrez un peu, vous avez une conviction, puisque c'est et qui va jusqu'aux valeurs par valeur, secteur par secteur. Alors, secteur par secteur, indéniablement. On regarde les valeurs aussi, puisqu'on a la possibilité de traiter des dossiers spécifiques quand on a une forte conviction. Sur les marchés d'actions notamment, on a une conviction assez forte, en tout cas j'ai une conviction assez forte sur les années à venir, c'est que il vaut mieux probablement confier son portefeuille, et c'est curieux quand on regarde 2014, mais confier son portefeuille à un stock picker, un excellent gérant qui a un vrai style de gestion, plutôt que de se concentrer sur les indices. Je ne suis pas certain que les indices eux-mêmes aient un parcours exceptionnel. Alors on a un mauvais exemple évidemment cette année, notamment pour les valeurs françaises, avec un CAC 40 où Sanofi plus Total font 25% de l'indice, et donc la plupart des gens qui font ce métier-là sont derrière. Voilà, alors si on n'avait pas ces deux valeurs-là, on ne faisait pas le CAC 40. Voilà, est-ce qu'il faut pour autant avoir 25% de chacune de ces valeurs dans son portefeuille? Ça paraît assez déraisonnable. De l'une et de l'autre d'ailleurs. On peut peut-être choisir, il y en a une qui a peut-être plus de potentiel que l'autre, etc. Voilà, mais c'est un problème de poids. Donc vous restez néanmoins, malgré cette année qui est une année un peu plus difficile pour les stock pickers, comme on les appelle, convaincus. Sur le long terme, absolument. Sur le long terme. Alors, vous avez décrit votre parcours, vous êtes très obligataire. Comment est-ce qu'on peut trouver de la performance sur un portefeuille, où qu'il soit d'ailleurs, ou sur un actif financier, dans des niveaux de taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui? Moi, je vous dirais, alors on a organisé, vous le savez, une université d'été le fin août, la première université d'été de l'asset management, avec l'université de Paris-Dauphine et Morningstar, et c'était le thème. C'était le thème, quelle stratégie obligataire dans cet environnement de taux bas? Première conclusion, les taux vont rester bas, au-delà de la variabilité, très longtemps. Donc, considérable, mais déjà très longtemps. Mais déjà très longtemps, oui, c'est exactement. Deuxième chose, c'est 2014 est troublant.
Vous m'avez parlé de performance. Je suis assez perplexe là-dessus, parce qu'effectivement, on a fait une très belle performance. Ça, c'est le passé. Est-ce qu'il faut chercher la performance sur l'obligataire? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut revenir à la tradition. C'est l'obligataire, c'est un produit de cash flow, et ça a pour vocation de sécuriser un portefeuille pour pouvoir aller chercher du risque ou de la performance autre part. Hein. Et donc, fondamentalement, est-ce qu'il faut chercher de la performance? Non. Par contre, il faut chercher du rendement. On va être condamné à devoir diversifier son portefeuille obligataire pour aller chercher plus de rendement. Justement, quand l'État allemand emprunte à moins de 1% il y a 15 jours, ou un peu plus aujourd'hui, où est-ce qu'on va chercher le rendement? Alors, il faut aller chercher le rendement à la fois sur des secteurs différents, le high yield, les loans, les infrastructures, les zones géographiques. Hein, que ce soit effectivement le G7, enfin les pays développés, ou pourquoi pas les pays émergents. Enfin, quand vous regardez d'ailleurs le marché américain, qui est un peu en avance sur nous, sur les obligations, vous vous apercevez qu'il y a une multitude de segments différents. Et quand on regarde le classement de ces segments, année après année, sur les 15 dernières années, ce ne sont jamais, les winners ne sont jamais les mêmes. Donc là aussi, on est un peu stock picker. Il faut bouger, absolument. Si j'ose dire. Oui. Et alors, il y a une question qui revient souvent chez nos auditeurs ou téléspectateurs, qui est la question des obligations indexées sur l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors je veux dire, là, c'est une de mes spécialités. Ça a été une de mes spécialités. Pas ça, voilà. Bon, les obligations indexées sur l'inflation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit les taux courts sont très bas, donc ça veut dire que le coût de portage est faible. Oui. Donc en général, c'est assez favorable aux obligations indexées sur l'inflation pour la partie dite taux réel. Bon. Néanmoins, et la croissance en plus n'est pas attendue dans certaines zones comme très puissante. Donc on n'a pas un risque considérable sur la partie dite taux réel. Inversement, les points morts d'inflation, c'est-à-dire la partie qui vous couvre contre le risque d'inflation, là aussi, on n'attend pas grand-chose. C'est une bonne idée de commencer à engranger des obligations indexées sur l'inflation, mais là aussi, il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles. Je pense qu'elles sont même parfois un peu chères. Inversement, moi, je suis très très intéressé par les obligations indexées sur l'inflation sur certains pays émergents, car ça existe dans les pays émergents. Et ça se trouve, parce que effectivement, ce n'est pas l'euro, le dollar. Ça se trouve, absolument. Vous avez celles du Brésil, par exemple, qui sont très intéressantes, avec des rendements très élevés. Et ça vaut la peine d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ces pays-là, parce que là, le fait d'être couvert contre l'inflation, il y a une partie couverture sur la devise, parce qu'on sait bien que la devise a un impact sur l'inflation. Donc il y a vraiment quelque chose à jouer. C'est un outil passionnant, mais pour l'avoir manié pendant une bonne dizaine, quinzaine d'années, compliqué à manier. Oui, c'est assez technique, cette affaire-là, puisque tout joue, l'inflation joue, mais aussi de la valorisation des ça ressemble beaucoup au convertible, de ce point de vue-là. C'est un outil passionnant, extrêmement intéressant, mais complexe, et donc un outil spécifique. Les convertibles, justement, ça a de l'intérêt aujourd'hui, parce que le rendement est forcément très faible aussi, puisqu'il y a une partie achat d'actions, il y a une partie rendement, et la partie rendement est plus basse que celle du marché. Je vais vous dire, s'il n'y avait pas un tel différentiel entre la volatilité qui est payée quand on achète une convertible, car on achète de la volatilité, et on la paye assez cher quand même, la volatilité dans les convertibles, je vous dirais c'est l'outil idéal. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif une fois de plus. Mais qu'on en trouve. Mais évidemment, c'est très intéressant parce que là, vous pouvez avoir un rendement de high yield, un rendement d'entreprise élevé, une indexation au marché d'actions si l'entreprise a un vrai potentiel. Il reste que c'est une option, qu'il y a une option et que l'option, son prix, c'est la volatilité et qu'elle est très élevée par rapport à celle du marché en général. Voilà, donc il y a un vrai arbitrage à faire entre les deux volatilités. Aujourd'hui, les actions, on trouve des actions qui offrent un assez beau rendement tout en distribuant que le tiers ou 50% de leurs bénéfices. Donc on se dit, pourquoi aller chercher du rendement sur des obligations, y compris convertibles, plutôt que c'est une très bonne approche. C'est une très bonne approche et d'ailleurs, un des intervenants de l'université d'été disait que pour ses clients fortunés, il leur proposait des portefeuilles buy and hold actions, c'est-à-dire en fait la stratégie obligataire classique appliquée aux actions, en se disant finalement, est-ce qu'il faut toujours bouger tout le temps? Non. Est-ce qu'on ne peut pas construire un portefeuille peut-être pas très agressif, mais qui dégagera effectivement des dividendes, qui dégagera effectivement une progression régulière de son portefeuille? Oui, dans un monde sans inflation, finalement, avoir un rendement... C'est le rendement qui compte. Un rendement, surtout si on distribue 50% du résultat, par exemple. Alors, vos concepts du moment, c'est ça, c'est chercher le rendement un peu partout et ne pas chercher la plus-value, finalement. Non, je crois que chercher la performance à tout prix, la performance à tout prix, je pense que c'est assez dangereux. Je crois que chaque classe d'actifs et chaque zone a sa mission, a sa fonction. Aller sur les actions, oui, pour avoir de la performance sur des dossiers très précis. Les obligations, ma tendance, c'est plutôt de dire, et mon conseil, c'est plutôt de dire, vous avez des fonds en euros dont le rendement va très rapidement baisser. Ça, c'est le cas de tous nos... Comment allons-nous compenser ça? Il va bien falloir que
que quelque chose remplace petit à petit, la fonction des obligations, ça a toujours été effectivement de générer un cash flow régulier de telle sorte qu'on puisse sécuriser son portefeuille et aller prendre du risque ailleurs. Il faut vraiment aller dans ce sens-là et diversifier son rendement. Si vous aviez une approche de la question de portefeuille, je sais bien qu'on dit que ça concerne chaque individu. C'est séparément, vous êtes plutôt obligataire, plutôt action aujourd'hui, plutôt France, plutôt dollar, plutôt... Non, on favorise plutôt les actions à court terme parce qu'on pense que sur les actions, c'est là où il y a vraiment, je dirais, une impulsion qui peut être assez forte. Sur un fonds diversifié, on va dire 50-50, on est par exemple à 42-45% en actions. Donc alors qu'on peut faire varier considérablement. Donc on est quand même bien investi. Puis après, on va chercher des stratégies de performance absolue, on va chercher des investissements dans les pays émergents. On est très diversifié. Très diversifié. Très diversifié. Ce sera le mot de la fin pour ce chapitre et le dernier chapitre, conseil. Les conseils, donc c'est la conclusion en fait de tout l'exposé qui a été fait, toute l'analyse que nous avons tenté de faire ensemble. Alors aujourd'hui, un achat fort, une conviction forte. Conviction forte. C'est votre... Oui, un achat fort, conviction forte. Moi, je crois qu'il y a plusieurs convictions fortes. Je vous les ai dit. Allez-y. La première, des taux d'intérêt qui vont rester bas, l'obligation de diversifier son portefeuille obligataire, être beaucoup plus imaginatif qu'on l'a été dans le passé sur les obligations. Il n'y a pas que les emprunts d'État. Il faut aller chercher effectivement diversification. Sur les actions, très certainement privilégier les dossiers plutôt que de privilégier les indices. Aller sur les pays émergents, parce que les pays émergents, aujourd'hui, ont digéré, je dirais, la correction. Ça c'est intéressant. Et ça va redémarrer. Vous y croyez maintenant? Ah oui, absolument. Absolument. Il y a des zones dans les pays émergents où il faut aller. Absolument. C'est tout à fait significatif et important. Et puis enfin, sur les devises, je dirais qu'on conserve indéniablement une orientation haussière sur le dollar. Contre euro. Contre euro, contre même toute monnaie. Contre toute monnaie. Contre toute monnaie. Il y a une vraie... nous croyons à la coordination des banques centrales, à leur coopération. Et il était utile de faire redémarrer la machine américaine, faire baisser le dollar, faire du quantitative easing. Désormais, les États-Unis sont repartis. C'est au tour de la zone euro d'avoir une monnaie qui baisse et d'avoir un quantitative easing. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter de faire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il faut vendre si on en a ou surtout éviter? Il n'y a pas nécessairement une classe d'actifs qu'il faut vendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être en liquidité. La liquidité, si vous voulez, aujourd'hui... elle n'est pas rémunérée, ça. Elle n'est pas rémunérée. Je dirais même qu'elle est anormalement non rémunérée. Oui. C'est clairement le rentier qui est en monétaire. En fait, il subit un impôt, il subit un prélèvement. Bon, on passe beaucoup de temps quand même à optimiser en général fiscalement. Là, franchement, sans s'en rendre compte, en réalité, on prélève une rémunération. Donc, il ne faut pas rester en liquidité, il faut accepter d'être peut-être un tout petit peu moins liquide au sens où on l'entend dans les marchés, et puis rallonger sa vision. Mais même les produits, vous voyez, de court terme, aujourd'hui, sont des produits diversifiés. Ce n'est plus des produits en révéré, en pension, indexés sur l'EONIA. Il faut aller sur autre chose. Donc même là-dessus. Bien sûr. Et le placement joker, c'est quoi? C'est le dollar? Le placement joker, c'est le dollar à court terme. C'est le dollar à court terme. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nicolas Duban, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci Hubert.